Donc, on arrive les trois à Canberra en 86, en janvier 86. Je retourne à Aboriginal Institute, non, Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, pour leur dire que j'arrive avec ma famille, que j'ai donc l'intention d'aller à Balgo. En fait, j'avais prévu initialement, de toute façon, de rester un mois à Canberra. Parce qu'à Canberra, il y a l'Institut des études aborigènes, donc là où je voulais aller faire des recherches, consulter des archives et tout. Et à Canberra, il y a l'Australian National University, avec un département d'anthropologie très vivant. Et à l'époque, donc, il y avait entre autres Nick Peterson. Donc, ce mois à Canberra était vraiment très fructueux pour rencontrer d'autres anthropologues qui travaillaient en Australie, pour faire des recherches à l'Australian Institute of Aboriginal Studies. J'avais placé, donc, Mathieu était en garderie, donc ça allait bien. Et je rencontre le directeur de l'Institut et je lui dis donc qu'on part à Balgo. Balgo aussi, c'est une des communautés dans le désert, une des plus isolées, une où il n'y avait jamais vraiment eu d'un travail sérieux en profondeur d'ethnographie. Et donc, c'est ça, là, une communauté qui était connue sans être connue. Les gens à l'Institut, ils disaient, ce serait bien que quelqu'un là, travaille en profondeur à Balgo, même si le couple Bunt y allait, mais pour des courts séjours. Et donc, il dit, comment vous allez faire, vous rendre à Balgo? Ben, j'ai dit, écoute, rendu à Alice Springs, on va acheter un véhicule usagé dans lequel on pourra dormir et vivre, et bon, ça devrait aller. Donc, il y a 800 km de piste de brousse là, entre Alice Springs et Balgo. Donc, je pense, soit il a eu pitié de moi, soit, écoute, je ne sais pas. Il dit, écoute, il dit, l'Institut a des véhicules 4x4 pour les chercheurs. Il dit, je t'en passe. C'était vraiment sa propre initiative, là, parce qu'habituellement, il aurait fallu qu'il passe sans conseil et tout, là. Et là, donc, lui aussi, est-ce que j'y ai sauté au cou? Je ne sais pas. Mais j'étais vraiment donc très contente. Là, ce véhicule-là vraiment a sauvé mon terrain. Là. Donc, parce que dans le désert, il te faut un 4x4. Si tu n'as pas un gros 4x4, là, c'est surtout les marques Toyota à l'époque, là, si tu n'as pas ça, un, tu n'es pas intéressant pour les aborigènes. Tu ne peux pas les amener nulle part. Et deux, donc tu ne peux pas te déplacer. Tu ne veux pas rester pris dans la communauté. C'est pas là qu'il se passe des choses. C'est sur le territoire, c'est à l'extérieur, dans les échanges rituels. Et donc, on part, on a 2000 de Canberra, c'est à peu près là, 2700 km jusqu'à Alice Springs. Mais jusque-là, c'est des routes de toute façon de bitume, ça va. Et on arrive à Balgo. Je ne me souviens plus si j'avais annoncé mon arrivée ou pas au conseil de bande. De toute façon, ça n'aurait pas été un conseil de bande, ça n'aurait pas été des aborigènes, même s'il y avait le conseil de bande était formé d'aborigènes, mais l'administration, c'était vraiment un gérant blanc qui administrait la communauté, là, qui n'était pas l'homme le plus sympathique et le plus honnête qu'on pouvait trouver. Donc, je ne me souviens plus si je lui avais écrit. Est-ce que j'avais annoncé mon arrivée? Je ne m'en souviens plus. À l'époque, évidemment, la question des permis de recherche, ça n'existait pas. Là. Aujourd'hui, ce serait impossible de faire ce que j'ai fait là, avec les permis de recherche puis les comités d'éthique et tout. Là. Et donc, j'arrive à Balgo et je vais tout de suite donc je vais dans les campements aborigènes que je connaissais bien, les familles que je connaissais bien. Et c'est la joie, là, vraiment. Ils sont vraiment, on a eu un comité d'accueil extraordinaire. Les gens ne revenaient pas que je sois revenue. Jamais ils ont vu de Blancs revenir. Les religieux, les missionnaires reviennent. Les Blancs, ils ne reviennent pas. Une fois qu'ils ont fait leurs 6 mois, soit comme enseignants, soit comme employés d'entretien dans la communauté ou comme garagistes ou rares les gens qui restaient plus que 6 mois, 8 mois, ils partent après.
Et donc, sont, oui, très contents. En plus, je reviens avec ma famille, avec un enfant. Donc, je suis déjà une personne, une femme un peu plus complète, là, parce que j'étais incomplète quand j'étais au premier séjour. Et donc, ça, oui, donc ça, c'est un beau comité d'accueil, c'est très agréable. On arrive à une époque aussi, j'ai mentionné le mouvement des Outstations. Donc, il y a cette famille-là, avec qui, les quelques familles avec qui j'avais noué là, des liens étroits durant le premier séjour, sont sur le point d'aller s'installer dans un camp satellite, une outstation, à une centaine de kilomètres au sud de Balgo, Yaga Yaga, qui est sur leur territoire. Okay? Donc, comme je disais, pour eux, ça reste excessivement important, tout ce lien au territoire ancestral. C'est au cœur de leur identité. On est dans une logique relationnelle, une ontologie relationnelle, on pourra y revenir tantôt. Et donc, ce lien au territoire et cette relation au territoire, aux lieux sur le territoire et aux ancêtres sur le territoire est constitutif de la personne. C'est pour ça que ceux qui étaient très vieux, là, quand ils ont été obligés de rejoindre la mission, là, plusieurs se sont chantés pour mourir. Ils ont chanté leur territoire pour que les ancêtres viennent les chercher. Ils se sont littéralement laissés mourir. Il n'y avait pas de raison d'être là où ils étaient parce qu'ils n'avaient pas ce lien intrinsèque là, avec le territoire. La relation avait été comme coupée, brisée. Violence ontologique. Et donc, on arrive à point parce qu'on a un véhicule. Et donc, à l'époque, eux bénéficient pas des redevances des revendications territoriales, parce que les revendications territoriales, ce que j'ai mentionné tantôt, le Northern Territory Land Rights Act, se situe dans le territoire du Nord. Et là, on est dans un autre État australien, on est en Western Australia. Okay? Et là, l'Australie occidentale, le Western Australia, cet État-là, n'était pas ouvert aux revendications territoriales à l'époque. Donc, ils n'ont pas de redevance, mais le gouvernement fédéral, le gouvernement australien, favorise le mouvement des outstations parce qu'il trouve que finalement, c'est une bonne affaire pour les aborigènes. Ça leur permet de laisser les communautés où ils sont trop nombreux, où il y a beaucoup de violence, beaucoup d'alcoolisme et tout ça. Et dans les communautés satellites, dans les outstations, ils sont un petit groupe familiaux près de leur territoire, peuvent vivre de pêche quand on est dans le nord, près des côtes, de chasse et tout ça. Donc, le gouvernement fédéral donne des subventions, des subsides pour faire une piste de brousse pour se rendre jusqu'au territoire et entretenir cette piste de brousse, leur donne un véhicule 4x4, leur permet de construire quelques abris de tôle et habituellement creuse un puits. Mais là où nous, on allait aller, il y avait déjà un puits parce que les compagnies pétrolières avaient déjà commencé à faire de l'exploration dans la région, avaient déjà construit la route et avaient creusé des puits parce que les compagnies pétrolières s'installaient dans ces régions désertiques des fois plusieurs mois, avaient besoin d'un puits. Okay? Ils arrivaient avec toutes leurs caravanes et tout, mais il fallait quand même donc creuser un puits. Donc, il y avait déjà un puits. Et on va aller s'installer là avec eux pendant, donc ils sont quelques familles, il y a une trentaine de personnes, beaucoup de va-et-vient quand même. Et on s'installe là, donc une bonne partie du terrain, jusqu'au moment où les pluies, donc, durant les pluies, on ne pouvait pas être là vraiment, là. Mais donc on s'installe dans cette petite communauté qui, à l'époque, ressemblait à ça. Donc, les petites maisons de tôle galvanisées là, dont je parlais, avec un kangourou à l'avant-plan. Ce qui a été très utile aussi, ce qui nous a permis à tout ce monde-là de pouvoir rester dans la communauté, dans l'outstation. Oui, on retournait à la communauté centrale de temps en temps pour aller faire des provisions, mais il y a des moments où on était assez autonome parce que Alain, mon conjoint, avait acheté un fusil, des munitions, à Canberra avant qu'on arrive à la communauté. Et les aborigènes, à l'époque, très peu avaient des fusils. Et quand il y en a un qui réussit à s'acheter un fusil, ben, ils ne sont pas dans la logique. Le boomerang, tu peux le laisser traîner. Personne ne va partir avec, ou le briser, ou le brûler, ou le casser. Là. Tu n'en occupes pas vraiment. Le fusil, ben, c'est une curiosité pour les enfants. Donc, les enfants prenaient le fusil, prenaient la mire, puis tournaient la mire, puis donc, les fusils n'étaient pas en très bon état.
les quelques-uns qu'il y avait dans la communauté. Donc, Alain avait son fusil, puis donc, il en prenait soin, et donc, il pouvait aller à la chasse au gros gibier. Bien, les hommes l'amenaient, donc, ils partaient à la chasse au gros gibier. Donc, pour nourrir la communauté de kangourous, émeus. Un kangourou, ça nourrit du monde, donc, quelques jours. Hein. Émeus, dindons sauvages. Donc, c'est aussi ce qui nous a permis là, de rester. Ça a été un très beau séjour. Donc, par rapport au terrain lui-même et mon thème sur le rêve, bon, c'est ça, j'ai dit aux gens dès le début, je m'intéressais aux rêves. Jusqu'à la fin, probablement, ils se sont demandé pourquoi ils s'intéressent aux rêves. Au début, je demandais beaucoup aux gens, donc s'ils rêvaient, je leur demandais de me raconter leurs rêves. Là, tu sais, je disais l'attitude un peu maladroite de l'ethnographe du début. Là. Et jusqu'à ce que je me rende compte que c'était la chose la plus impolie à faire. C'est un manque de respect. OK? C'est des gens qui, même s'ils sont dans une logique relationnelle hein, par rapport à l'autre, et dans cette logique donc, relationnelle, mais l'autonomie de la personne est très respectée. OK? Donc, c'est d'abord l'individualité, non pas l'individualisme, l'individualité, l'autonomie de la personne. Donc, si la personne veut raconter son rêve, elle la raconte. Si elle ne veut pas raconter son rêve, elle ne le raconte pas. Si la personne veut prendre une brosse, elle prend une brosse. Si la personne veut aller se tuer en véhicule, elle va aller se tuer en véhicule. Donc, on ne va pas dire aux gens, fais pas ça, c'est pas bon. Tu sais, je veux dire, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Et donc là, j'ai senti leur malaise. Là, moi, j'étais là avec mon petit carnet, puis raconte-moi tes rêves, et bon. Et donc ça, j'ai arrêté ça assez rapidement et je me suis tout simplement laissé porter. Et de toute façon, tu sais, dans la communauté, on vivait régulièrement. Le matin, on se réveille, on allume le feu, les gens se regroupent autour du feu, on fait cuire un peu de thé, on fait cuire les restes de la veille, on déterre le kangourou qui a cuit toute la nuit. Et de toute façon, là, les gens vont en parler. Il y en a d'autres, tu sais, il y a toujours sur le terrain ces interlocuteurs privilégiés. Hein? Les gens qui disent, OK, donc qui prennent plaisir, qui se disent, OK, donc j'ai envie, tu sais, de jouer le jeu avec elle. Hein? Et donc ça, oui, j'ai eu quelques interlocutrices privilégiées là, qui m'ont pris sous leurs ailes et qui me racontaient tous leurs rêves. Là, tu sais. Je n'avais pas à le demander, elles savaient que ça m'intéressait, donc elles me racontaient leurs rêves. Les gens venaient me voir, tu sais, après ça, après un certain temps, ils venaient me voir, puis ils me racontaient leurs rêves, ou, tu sais, c'est ça. Sinon, un des messieurs, Donkey Man, un des aînés qui était le medicine man, un des medicine man dans la communauté, lui, il me regardait toujours un petit air un peu dubitatif. Puis à un moment donné, il a comme dit, en fait, il dit, toi, là, t'es là pour écrire nos histoires. T'sais, lui était analphabète. Ben, analphabète, sauf quand tu vas dans le désert, là. Puis, hein, donc là, ils ne sont pas analphabètes, mais de notre système d'écriture. Et donc là, ça lui plaisait. T'es là pour écrire nos histoires. Ça va. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai eu le respect là, un peu de tout ce monde-là. C'est là aussi, évidemment, durant le terrain de doctorat, que je vais découvrir là, toute la dimension de la cosmologie. Donc, ce fameux, ce qu'on appelle en anglais le dreaming. En fait, les aborigènes eux-mêmes, c'est eux qui ont trouvé cette expression-là. Ce qu'on appelle en français le temps du rêve, qui n'est pas tout à fait adéquat. Parce que ce n'est pas un temps, c'est pas une temporalité, c'est vraiment très spatial. Là. Donc, dans les régions désertiques, là, dans les régions, les groupes avec lesquels je travaillais, c'est le Jukurpa. Donc, le Jukurpa, c'est l'ordre ancestral, l'ordre cosmologique. Je vais en parler plus tantôt quand je vais parler là, de ma thèse. Donc là, si durant le premier séjour, quand j'allais sur le territoire avec eux, ils mettaient beaucoup l'accent sur sur la question des savoirs traditionnels, sur donc l'art du pistage, creuser les ressources animales, végétales, parce que, bon, moi, je mettais l'accent sur ça aussi. Ils ne me parlaient pas. Peut-être qu'ils en ont parlé à l'époque, mais je n'entendais pas. Alors que là, durant ce deuxième séjour, et peut-être justement parce que je leur avais dit que je m'intéressais aux rêves, donc eux, ils se sont dit, elle doit faire comme tous les autres blancs, elle doit confondre dreaming et rêve. Alors que c'est deux choses. Ils sont interconnectés, évidemment, OK? Mais là, on partait sur le territoire, et là, donc, ils ne parlaient, tu sais, à part le fait la chasse au petit gibier, la cueillette était toujours bonne, et c'était toujours
au départ, c'est des gens très pragmatiques, c'est pour ça qu'on allait sur le territoire, mais toujours, ils me donnaient donc les récits de Jukurpa et en parlaient beaucoup, beaucoup. Là, donc, parce que chaque lieu sur le territoire, chaque grain de sable est associé à un être ancestral. Okay? Les êtres ancestraux ont voyagé, c'est eux qui ont créé le monde en voyageant sur le territoire, en créant les lieux, en créant les particularités du territoire. Donc, ça peut être en se bataillant, deux êtres ancestraux ont formé telle colline. C'est toute la beauté de la mythologie, les récits mythiques. Tel point d'eau, c'est lorsque les deux hommes, les Watigujara, ont uriné, donné un point d'eau. Donc, tu sais, ils vont vraiment... Et là, ici, c'est donc la route que les femmes initiées, que les femmes chamanes, les femmes initiées ont suivi sur des larges portions de territoire. Donc, tu sais, c'est que chaque lieu a un récit, a un ensemble de versets chantés, des pas de danse, des peintures corporelles, des objets sacrés. Chaque lieu est identifié à un être ancestral. Et donc, tu sais, une personne va être identifiée à différents lieux. En fait, un être ancestral, on peut finalement recréer un peu l'itinéraire que soit l'être ancestral ou un groupe, ils voyagent souvent en groupe, les itinéraires qu'ils ont créés, comment ils ont créé le pays en question. Les aborigènes, quand je dis la relation au territoire, c'est le Gnura. Gnura, c'est country. This is my country. Mon pays, ça veut dire ce coin de désert, sur quelques dizaines de kilomètres, mettons, là, mais ça, c'est mon pays. Et là, c'est associé à des êtres ancestraux qui ont traversé, qui ont fait des itinéraires. Les itinéraires, donc, dans les récits, se croisent, s'entrecroisent sur une vaste superficie. Et donc ça, vraiment, durant le doctorat, là, ça, ils vont vraiment beaucoup m'ouvrir à ça. Et tout ça fait sens aussi quand on assiste aux rituels. Et dans les rituels, les gens chantent leur pays, dansent leur pays. Et tout ça se met ensemble. Parce que si un groupe de personnes est responsable de tel pays, de tel Gnura, comme ensemble de lieux identifiés à un ou plusieurs êtres ancestraux, eux sont responsables de ça, de ce coin de pays-là. Mais on sait que les êtres ancestraux, après, ont continué leur voyage, ont créé d'autres pays qui sont sous la responsabilité d'un autre groupe. Et donc, ils sont liés. Mais ce groupe-ci ne peut pas divulguer ou n'a pas nécessairement accès aux savoirs mythiques et rituels de l'autre groupe. Et donc, dans les rituels, ils les mettent ensemble. Et apprendre aussi comment tous ces savoirs mythiques et rituels sont intimement liés à l'écologie, à la géographie, à l'hydrologie du lieu. Et le fait que les êtres ancestraux aussi sont immanents et continuent à vivre aujourd'hui. Les gens vivent avec eux au quotidien. Okay? Ils sont présents, ils sont incarnés dans le paysage, ils sont incarnés dans les rivières, dans les collines, dans les arbres, dans le vent. Donc, quand tu te promènes avec eux sur le territoire, tout à coup, quelqu'un peut s'arrêter et dire « Oh, je viens d'être frôlé. » J'ai senti la présence d'eux. Donc, on arrête, on se prend un petit break, on fait un camp ici. Il y a un ancêtre qui a envie de nous parler. Tu sais, ça, c'est très fréquent. Ou alors, en pleine nuit, il y a un enfant qui pleure. Il ne peut pas nous dire son malaise, mais on se dit, non, là, l'esprit est peut-être pas... il y a un esprit malveillant autour. Donc, on lève le camp et on part. Mais donc, toute cette omniprésence là, des êtres ancestraux et étroitement liés aux produits, aux activités, aux pratiques, aux savoirs de la chasse et de la cueillette, là, tu sais. Et le fait, quand je disais tantôt, parlant des galeries souterraines, là, des iguanes, des serpents, ou même donc des racines de candis qui se promènent sous le sol, mais toute cette dimension du sous-sol est très présente dans les récits mythiques aussi, parce que les êtres ancestraux existent toujours. Lorsqu'ils ont créé le territoire, lorsqu'ils ont créé le monde, ils ont voyagé sous terre, ils ont voyagé dans les airs, ils ont voyagé sur la terre. Ils ont investi tous les espaces, finalement. Mais ils ont aussi voyagé sous terre. Et aujourd'hui, donc, moi, je faisais un peu le lien là, avec aussi les galeries. Mais quand dans le désert, quand on danse donc nu-pieds sur le sol, et le fait de frapper le sol,
vient aussi, là, ça fait des vibrations qui disent aux êtres ancestraux, ben, on est en train, là, on danse pour vous, là, tu sais, donc. Puis c'est toute cette logique aussi de prendre soin du territoire, à travers les chants, à travers le rituel, à travers le seul fait d'aller là-bas, d'aller sur le territoire. Et là, les êtres ancestraux vont sentir, ça c'est tout le travail là, d'Elisabeth Povinelli, qui disait, donc sur le plan sensoriel, comment les lieux sur le territoire qui sont incarnés par les êtres ancestraux, ou les parents défunts, donc, retournent au Jukurpa, retournent donc au Jukurpa à leur décès. Leur esprit va rejoindre le Jukurpa, le dreaming. Mais les lieux sont sensibles à la présence humaine. Ils entendent quand les gens parlent et ils peuvent sentir les odeurs. Et donc, sachant que les gens leur rendent visite, ils vont être heureux et ils vont donc faire en sorte que les ressources animales et végétales soient productives. Donc, il y avait toute cette logique aussi, là. Et aujourd'hui, parce que là, j'ai devancé ce que je voulais dire, là, mais aujourd'hui, tout le mouvement acrylique, la peinture, c'est une des raisons pourquoi ils se sont lancés dans la peinture. C'est une façon de maintenir le lien avec le territoire. Parce que physiquement, ils y vont plus beaucoup, ils y vont moins. Les jeunes sont moins intéressés. Et il faut maintenir vivant l'esprit des esprits, l'intérêt des esprits, des êtres ancestraux et des parents défunts. Donc, la peinture, c'est un peu ça. On continue à prendre soin de vous. On continue à se sentir responsable. Vous êtes encore important pour nous. Parce que la peinture, pour eux, c'est un peu plus là, que juste c'est pas un symbole. Là. C'est vraiment une manifestation. C'est comme les peintures corporelles. C'est une manifestation de l'être ancestral qu'on peint là, sur le corps. Donc, c'est toute la différence entre la représentation et la manifestation. T'sais. Ils ne sont pas nécessairement dans la représentation symbolique. C'est autre chose, cette question de la manifestation. Là, mais j'ai devancé beaucoup. Mais donc, c'était un peu pour parler donc, de le terrain de doctorat, finalement, a été évidemment excessivement fructueux au niveau du rêve. De la cosmologie, je vais y revenir quand je vais parler là, de la publication de ma thèse. Mais là, pour sur le terrain aussi, lorsque donc le seul hic, finalement, la seule chose triste sur le terrain, ça a été les relations avec les Blancs dans la communauté. Donc, à Yaga Yaga, la petite outstation, on était les seuls Blancs. De temps en temps, il fallait revenir à la communauté principale et surtout, durant les fortes pluies, il a fallu qu'on aille s'installer à la communauté principale. Et là, les Blancs qui étaient là, même s'ils étaient finalement engagés par la communauté, c'était des employés du conseil de bande, ils avaient très peu de respect pour les aborigènes. Ils auraient donné n'importe quoi pour être ailleurs. Et donc, ils n'aimaient pas le fait qu'on était près d'eux. Et donc, quand on arrivait à la communauté, ben, ils nous mettaient des bâtons dans les roues. Ils ne voulaient pas nous donner d'essence, ils ne voulaient pas qu'on prenne de douche, ils ne voulaient pas nous donner un logement temporaire. Donc, à chaque fois, il fallait que je demande, puis je n'aimais pas faire ça. J'étais obligée, donc j'allais voir le conseil de bande pour leur dire, désolé, pouvez-vous intervenir, là, tel ou tel Gadia, les Gadia qu'on les appelle, les Blancs. Veulent pas. Donc, ils n'aimaient pas faire ça parce qu'ils ne sont pas dans la confrontation avec les Blancs, les Aborigènes. À l'époque, en tout cas, ils n'étaient pas du tout. Entre eux, ils peuvent se battre. Mais avec les Blancs, ils n'étaient pas dans la confrontation. Donc, il y avait ça. Bon, oui, donc j'ai fait l'expérience du racisme. Et c'est ce qui va faire aussi, oui, fait l'expérience du racisme. Et c'est ce qui va faire aussi qu'à partir de là, et plus tard aussi, encore aujourd'hui, là, tu sais, je m'intéresse donc à la fois donc à l'histoire coloniale, à ces relations difficiles entre autochtones, États et sociétés majoritaires. Comment donc toute la dimension aussi de la résistance des Autochtones face à ces attitudes. Et toute la difficulté de la coexistence, la fameuse coexistence là, entre autochtones et non-autochtones, dans les communautés, en tout cas, dans les communautés. Mais ça, on va y revenir, là, mais ce séjour avait été, oui, difficile à ce niveau-là. On allait aussi régulièrement... La ville la plus près, une toute petite ville, isolée, donc en Australie, c'était Halls Creek, plus au nord, à peu près 300 kilomètres.
Et donc, à chaque fois que les aborigènes, parce que les aborigènes, de temps en temps, donc certains d'entre eux, partaient à Host Creek, puis là, ils partaient sur une cuite, OK? Des semaines, des mois. Tu ne savais pas quand est-ce qu'ils allaient revenir. Et donc, ils étaient sur la cuite 24 heures hein, sur 24. Après, ils pouvaient revenir à Yaga Yaga, être là pendant 6 mois, sans boire, sans même y penser. Là. Mais quand ils partaient en cuite, ils partaient en cuite. Et donc, de temps en temps, on avait des téléphones de la police en disant on a arrêté un, parce que la police, elle ne posait pas de questions, donc il y en a un qui tibutait un peu, elle le mettait en prison. Donc, très souvent, on montait à House Creek, on payait à caution. Les policiers nous regardaient. Vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon grand-père ou c'est mon oncle. Ou, je viens le chercher, là, on paye la caution. Puis, donc là aussi, raison de plus, là, les Blancs, quand ils nous voyaient revenir là, avec tous ceux. Donc, ou alors c'était les grands-mères qui s'inquiétaient pour les petits-enfants, là, qui étaient trop jeunes, que les parents avaient amenés. Les parents étaient en cuite. Et donc là, les grands-parents n'étaient pas sûrs que les parents allaient bien s'occuper de leurs petits-enfants. Donc, ils me disaient, Nabangadi, tu irais-tu les chercher? Donc, on allait, on trouvait, on finissait par trouver parce qu'ils campaient à l'extérieur de la ville, là, tu sais. Puis c'était pas évident. S'ils sont amis avec moi quand ils sont sobres, quand ils sont sous, t'es plus amis, là. Tu redeviens Gadia. Tu redeviens la blanche. Donc, il fallait que je ramène les petits-enfants, là. Mais tu sais, les bébés, là, les tout-petits. Mais ça aussi, on a fait. Donc, c'était western de temps en temps aussi. Il y avait de tout.